Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous accueillir ce matin pour notre webinaire qui est organisé donc, par les partenaires de la Charte régionale de coopération sur le maintien en emploi, en partenariat évidemment avec le Handipact, PACA Corse et puis Alain Baguette, le FIPHFP. C'est un webinaire important puisqu'il est organisé dans le cadre de la SEPH 2024, hein, donc on vient clôturer cette SEPH aujourd'hui. Et donc, l'objectif de ce webinaire, on va y revenir un peu plus dans le détail évidemment, mais c'est de vous présenter notamment le SIST PACA et un certain nombre de ressources qui ont été élaborées au cours des dernières semaines, des derniers mois, à destination notamment des acteurs de la sphère publique, des employeurs des trois fonctions publiques et des partenaires évidemment qui travaillent auprès des employeurs publics. Donc voilà, j'en dis pas plus pour cette introduction, juste quelques éléments techniques très rapides. Vous dire que ce webinaire est enregistré et donc que le replay sera accessible euh, dans les prochaines heures, les prochains jours, et on mettra notamment un lien à votre disposition pour que vous puissiez y accéder. De même que le support qui est présenté ce matin et voilà, qui sera diffusé, sera également mis à votre disposition en libre téléchargement. On vous l'enverra, on vous enverra également le lien de téléchargement par la suite. Vous dire aussi que vous aurez bien évidemment la possibilité de poser des questions aux différents intervenants de ce webinaire. Ce que je vous propose pour plus de fluidité, c'est de poser vos questions dans le chat directement. Et soit on a des éléments de réponse et on y apportera des éléments par écrit directement, et soit on prendra des petits temps au cours de ce webinaire pour pouvoir les relayer directement à l'oral aux différents intervenants. Voilà pour les quelques éléments d'ordre technique et introductif. Et du coup, je laisse la parole aux différents intervenants. Merci Pierre. Du coup, avant de commencer et de vous présenter ce nouvel outil du maintien dans l'emploi dans la fonction publique qui est disponible sur le site du SIST PACA, on va tout d'abord se présenter, présenter les différents intervenants qui vont intervenir lors de ce webinaire. Donc voilà, l'idée c'est de faire un tour de table par ordre alphabétique. Du coup, Thierry, si tu veux commencer. Oui, bonjour à tous. Thierry Allemand, je suis le directeur du FIPHFP, donc le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour la région PACA et Corse. Bonjour, Florence Bajon, je suis médecin du travail à l'hôpital de la Conception, qui est un des établissements de la PHM, établissement hospitalier. Bonjour, donc je suis Granit François et je travaille au sein du Cap Emploi 13 et je représente ici le réseau KEOPS PACA qui regroupe en fait les Cap Emploi de la région PACA. Et donc Virginie Gégonzac, je suis chargée d'études à l'Observatoire régional de la santé en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en charge notamment d'animer un dispositif qui s'appelle le SIST PACA, du coup on va vous présenter rapidement puisque son site internet a été utilisé et c'est dans ce cadre-là qu'a été développé et mis en ligne ce nouvel outil d'information sur le maintien dans l'emploi dans la fonction publique. Pierre, du coup, si tu Oui, veux te c'est vrai que présenter. j'ai oublié de me présenter. Donc, Pierre Joviton du cabinet Amnios et donc co-animateur du PRITH, le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés en PACA. Non, tu descends. Donc, avant de vous présenter ce nouvel outil, quelques éléments, et je pense pour la plupart, des rappels sur voilà, tous les enjeux de la prévention de la désinsertion professionnelle et du maintien en emploi. Donc, effectivement, la prévention de la désinsertion professionnelle est un enjeu fort pour la société, mais également pour les employeurs, direction, représentants du personnel, et bien sûr, au niveau des individus et des agents, c'est également un enjeu très fort. Ça sera a priori une thématique malheureusement de plus en plus prégnante dans notre société pour plusieurs raisons, notamment liées au vieillissement de la population, à l'usure professionnelle, à l'allongement de la vie professionnelle aussi, à la densification des rythmes de travail et aussi au risque d'inaptitude des travailleurs en situation de handicap, mais aussi des personnes ayant des problèmes de santé, de pathologie. Là, je vous ai mis également des éléments chiffrés pour voilà, vous montrer effectivement la part des maladies chroniques évolutives en France. Donc cela concerne 20% de la population, 15% de la population active. Cette part de maladies chroniques évolutives dans la population active va augmenter. Donc il y a une projection qui a été faite pour 2025. A priori, donc 25% de la population active serait atteinte d'une maladie chronique évolutive. Un autre chiffre également pour vous illustrer cette problématique. Donc, chaque jour en France, plus de
plus de 1000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque jour en France et cela concerne 400 personnes en activité, qui sont en activité. Un autre chiffre également pour vous montrer effectivement tout l'enjeu du maintien en emploi. Donc, une personne sur 5 de ces personnes ayant été diagnostiquées d'un cancer ne travaille plus 5 ans après le diagnostic. Donc voilà, c'est un enjeu fort, mais je pense que vous le savez à peu près toutes et tous. Pour rappel aussi, donc le maintien en emploi, c'est un processus d'accompagnement des personnes qui présentent un problème de santé avec un retentissement sur leur capacité de travail, dans le but de les maintenir durablement en emploi, donc pas seulement dans leur poste de travail ni dans la seule entreprise d'origine, mais dans des conditions compatibles dans la durée avec leur santé. Donc ce processus d'accompagnement peut concerner un public très large, donc à la fois les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mais aussi des personnes ayant des accidents de travail, maladies professionnelles, des personnes atteintes d'une maladie chronique évolutive ou encore d'usure professionnelle ou qui sont en fin de carrière. Donc effectivement, le maintien en emploi, donc au niveau des employeurs, effectivement, ils ont des obligations en matière de maintien dans l'emploi. Il existe des acteurs, un certain nombre d'acteurs qu'on va vous présenter notamment aujourd'hui. Et il y a des dispositifs d'accompagnement aussi qui sont nombreux et qui sont là pour vous y aider à accompagner l'agent dans son processus de maintien en emploi. Donc vous n'êtes pas forcément concerné aujourd'hui, peu importe votre fonction, mais vous le serez peut-être demain. Donc maintenant, je vais passer la parole à Géraldine François qui va vous présenter dans quel contexte, dans quel cadre a été développé cet outil d'information sur le maintien dans l'emploi dans la fonction publique. Je crois que c'est moi, Virginie, qui Ah, présente le pardon, contexte, Thierry. mais c'est pas très grave. Pardon. Géraldine intervient juste après. Non, juste un mot rapide pour rappeler le contexte de développement de l'outil. Effectivement, c'est qu'il y a 2 ans, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai rejoint, sur votre invitation, le groupe de la charte maintien dans l'emploi régional. Même si le FIPHFP n'est pas signataire, il est invité permanent. Et vous m'avez présenté cet outil du CIST PACA, hein, qui est partenaire des acteurs de la charte, qui justement permet de mettre en lumière les différents acteurs du parcours de maintien dans l'emploi dans le secteur privé, avec les dispositifs, les différentes étapes. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant cet outil. Et quand vous m'avez proposé éventuellement qu'on travaille ensemble pour intégrer la fonction publique à cet outil, j'ai tout de suite trouvé l'idée intéressante. Et c'est comme ça que nous nous sommes mis autour de la table. Nous avons mis en place un groupe projet avec les différents acteurs. Et j'en profite pour remercier ici, bien évidemment, Sandrine, Florence, Virginie, Géraldine et Pierre qui nous a rejoints récemment dans le cadre du PRTH, ainsi que d'autres personnes qui ont travaillé tout au cours de l'année, parce que c'est un projet qui s'est étalé sur 1 an. C'était un gros travail. Lorsque nous nous sommes lancés dans ce projet, je n'imaginais pas à quel point ça allait être complexe, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est qu'il n'y a pas une fonction publique, mais il y a des fonctions publiques, et elles n'obéissent pas forcément toutes aux mêmes règles. Et donc, on a essayé de construire un outil que l'on va vous présenter, qui, je l'espère, répondra au mieux à vos besoins. Alors, le public cible initial, ce sont les médecins. C'est le principe de l'outil du CIST, c'est d'accompagner les médecins qui reçoivent des agents en situation de handicap, mais pas uniquement l'ensemble des acteurs, on l'a vu, comme les référents handicap des employeurs publics ou les acteurs du maintien peuvent aussi s'y référer. Donc notre idée, c'est d'avoir fait un outil qui, on espère, répondra au mieux à vos différents besoins en matière d'accompagnement des agents qui rencontrent des problématiques de santé, qui soient RQTH ou pas, qui soient bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou pas, parce que vous le verrez, c'est un outil plus complet que sur le simple handicap. Donc, je ne serai pas plus long. J'espère que cet outil répondra à vos attentes et je vais passer immédiatement la parole à Géraldine pour la présentation d'une part de la charte maintien dans l'emploi sur laquelle s'est établi cet outil du CIST spécialisé sur la fonction publique. Merci. Ok, donc en fait, depuis, tu as dit beaucoup de choses déjà dans l'introduction, donc je vais essayer de ne pas être redondante. Mais c'est vrai qu'en région PACA, depuis 2007, il existe une charte
régionale de coopération du maintien dans l'emploi, dont vous voyez les 9 signataires, hein, qui sont l'État, l'assurance maladie et ses composantes, la MSA, le service social maritime, la GFIP, le réseau KEOPS qui représente les Cap Emploi de PACA et le réseau Présence qui représente les services de santé au travail. Alors c'est vrai, tu l'as dit, hein, le FIP n'est pas signataire mais participe également activement à cette charte régionale, ainsi que l'ORS au travers aussi de son outil SIST PACA et le CARIFOREF. Cette charte, elle vise à structurer en fait un cadre commun de référence qui permet de consolider les coordinations institutionnelles et a vraiment pour but de promouvoir la politique du maintien dans l'emploi et de la prévention de la désinsertion professionnelle en vue d'une meilleure collaboration avec l'ensemble des acteurs, parce qu'ils sont nombreux, et une meilleure synergie des actions. Donc, on a pour but aussi de développer des actions communes. Et le tout dans un objectif commun qui est l'amélioration des parcours des salariés et des patients. Donc l'idée, il y a eu un constat qui a été fait par les partenaires sociaux, donc les représentants des salariés et des employeurs, qu'il y avait une diversité des acteurs, une diversité des outils qui était énorme. Et l'idée, c'était d'avoir un besoin, il y avait un besoin fort d'avoir un outil simple qui regroupait toutes les informations, qui soit accessible à tous, à la fois aux professionnels de santé, parce que le SIST PACA a pour vocation première, en fait, d'aider les médecins de soins, en fait, dans la déclaration de la maladie professionnelle. Mais l'idée, c'était que cet outil à destination des professionnels de soins soit accessible aussi aux salariés, aux employeurs et aux acteurs du maintien dans l'emploi. Donc, on a tout regroupé dans un outil qui s'appelle le SIST PACA, avec un onglet, vous verrez tout à l'heure, sur le maintien dans l'emploi. Alors, sur l'outil du maintien dans l'emploi au niveau du SIST PACA, le régime général est déjà intégré depuis longtemps. Et tu l'as dit, il y a eu le constat et la volonté d'intégrer la fonction publique dans cet outil. On a beaucoup de questions, nous, en formation, parce qu'on sensibilise aussi les médecins traitants dans le cadre de la formation, et on avait de nombreuses questions autour de la fonction publique. Et on a accompli ce travail titanesque, hein, quand même, parce qu'on le pensait aussi très simple au démarrage, mais ça a été un beau groupe de travail. Et aujourd'hui, on vous met à disposition aussi un outil simple pour le maintien dans l'emploi dans la fonction publique. Et je passe la parole à Virginie. Je vais juste, je pense que vous avez dit aussi pas mal de choses, mais juste aussi pour vous présenter rapidement ce qu'est le SIST PACA. Le SIST PACA, c'est un système d'information santé, travail et environnement en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est effectivement un dispositif dédié principalement aux médecins généralistes pour leur apporter des réponses à leurs questions sur les problématiques de santé au travail de leurs patients, les problématiques de maintien en emploi aussi. Mais effectivement, toute la partie finalement maintien en emploi, on l'a élargi puisqu'on a créé cet outil dans un premier temps sur le régime général. Donc on a élargi ce public cible à un plus large public qui sont les acteurs du maintien dans l'emploi, mais aussi les employeurs, les entreprises, les patients, les salariés, les agents. Voilà, ce dispositif, il est actuellement financé par la DRETS PACA, par l'AGFIP et par l'ARS. Il fonctionne à travers un groupe de travail pluridisciplinaire. On se réunit une fois par mois. Les travaux de ce groupe permettent d'alimenter un site internet du coup qu'on va vous présenter et aussi permettent d'animer et d'organiser des formations et séances d'information sur la santé au travail pour les professionnels de santé, sur la thématique du maintien en emploi à un plus large public. Voilà, donc maintenant on va vous présenter ce nouvel outil qui est disponible sur le site du SIST PACA. Le mieux pour le présenter, je pense que c'est d'aller directement sur le site internet. Donc je vais juste faire une petite manipulation pour aller directement sur le site. Non, je me suis retrompée, j'ai remis le PowerPoint. Mais au moins, c'est que ça fonctionne bien. Voilà, c'est bon. C'est OK? C'est en train de s'afficher. Voilà, parfait. Là, on voit bien le site du SIST PACA. Voilà, pour accéder du coup au site internet, il y a juste à taper sur votre navigateur internet SIST PACA.
Et là, vous allez avoir accès du coup à une page d'accueil où il y a un fil d'actualité qui circule. Il y a un onglet, donc ces 2 onglets-là est plutôt dédié aux professionnels de santé. On fait des conduites à tenir par maladie. Et voilà, il y a un onglet pour aider le professionnel de santé dans la déclaration maladie professionnelle. Et là, vous avez l'onglet maintien dans l'emploi qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, il y a une partie régime général et il y a une deuxième partie, du coup, qui est mise en ligne depuis quelques jours sur la fonction publique et qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, voilà pour y accéder. C'est l'onglet maintien dans l'emploi, fonction publique. Ensuite, vous cliquez, vous allez avoir accès à 3 pages différentes qu'on va vous présenter un peu plus en détail. Donc, vous avez une page sur les acteurs, une page sur les parcours. On verra, il y a deux schémas qui permettent de schématiser les parcours de maintien en emploi. Et il y a une page qui concerne les outils de maintien en emploi. Donc, on va d'abord voir la page des acteurs du maintien en emploi. Donc, vous descendez. Et là, vous allez avoir accès du coup à une roue des acteurs et qu'on a schématisée. Du coup, où vous trouvez là l'agent du coup au cœur de cette roue, puisqu'effectivement, il faut qu'il soit acteur de son parcours de maintien dans l'emploi. Donc, on l'a mis au centre de cette roue-là. Et il gravite autour, du coup, les 4 grandes familles des acteurs du maintien dans l'emploi dans la fonction publique, qui sont les acteurs, la grande famille des acteurs de soins, avec le médecin traitant, médecin spécialiste, les autres soignants, les kinés, les psychologues, les infirmiers, etc. Les acteurs des employeurs publics, avec le médecin du travail, les employeurs des RH, les représentants du personnel, les assistantes sociales, référents handicap, centres de gestion, les acteurs experts dans la compensation du handicap avec Cap Emploi, la maison départementale des personnes handicapées, le FIP et les conseillers en évolution professionnelle avec effectivement les spécificités selon les fonctions publiques avec le CMC, qui est le conseiller mobilité carrière pour la fonction publique d'État, le CNFPT dans le centre, qui est le Centre national de la fonction publique territoriale et l'ANFH pour la fonction hospitalière. Et vous avez la grande famille de la médecine agréée statuaire qui regroupe le médecin agréé et le conseil médical. Ensuite, vous allez un peu plus bas. Donc là, vous allez avoir un PDF qui sera aussi disponible en ligne, mais que voilà, je vous conseille quand même de télécharger, ça sera plus lisible. Et là, vous allez avoir accès à davantage d'informations. Donc, vous avez un sommaire. Vous allez retrouver cette roue du coup qui est interactive. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur des acteurs du maintien dans l'emploi, vous cliquez sur cet acteur-là et vous allez avoir accès à des fiches synthétiques qui regroupent voilà, des informations sur les rôles, les missions, comment le solliciter, etc. Donc ça, on va vous présenter un peu plus en détail, notamment du coup quelques fiches. Donc voilà, vous cliquez dessus. Et, en ligne, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, on va commencer par le médecin du travail. Voilà, c'est bon, ça marche. Donc, le médecin du travail, je vais passer, donc on va faire un petit zoom sur cette fiche-là et je vais passer la parole du coup au docteur Bajon-Terry qui va vous présenter cette fiche et les rôles et missions du médecin du travail. Merci Virginie. Donc le rôle du médecin du travail dans les fonctions publiques, je vais rapidement, alors là, on a essayé dans cette fiche synthétique de rappeler les éléments essentiels pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas les missions du médecin du travail. Dans les fonctions publiques, on parle soit de médecin de prévention, soit de médecin du travail. C'est des 2 terminologies qui peuvent être utilisées, mais de toute manière, quand c'est la terminologie médecin de prévention, j'ai regardé, c'est des médecins qui ont un diplôme en médecine du travail. Donc, moi, je vais utiliser le terme de médecin du travail qui correspond à ce terme utilisé, médecin de prévention. Il y a des réglementations, Thierry l'a dit, qui sont un petit peu différentes selon qu'on est dans la fonction publique d'État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière. On ne va pas tout détailler là maintenant, mais c'est vrai qu'il y a des modalités un cadre réglementaire qui va être différent selon les différentes fonctions et encore différent de ce qui peut se passer dans le régime général. En termes de services de médecine du travail, dans les fonctions publiques territoriales, bien souvent, il y a un centre de gestion où l'équipe de médecine du travail va avoir sa place. Et puis, soit dans les établissements hospitaliers, ils vont avoir ainsi que dans la fonction publique d'État, ils vont avoir soit leur médecin du travail ou médecin de prévention au sein de l'administration, ou alors, dans certains cas, faire appel
au service à des services interentreprises qui vont détacher du temps médical pour l'activité d'un établissement. Un médecin du travail, il va être entouré d'une équipe maintenant. Hein, c'est maintenant les modalités, il n'est plus tout seul dans son service. Il est entouré d'infirmiers qui sont formés en santé au travail et parfois les agents peuvent être d'abord reçus par l'infirmier pour faire un premier point de situation. Et il est entouré aussi d'autres acteurs comme des psychologues du travail, des préventeurs, des ergonomes ou alors d'autres intervenants spécifiques selon les modalités, ça peut être des toxicologues ou d'autres compétences. Donc cette équipe-là va pouvoir accueillir un agent qui est dans ce processus de maintien dans l'emploi ou alors répondre aux questionnements de son employeur. La spécificité du médecin du travail et de l'équipe de médecine du travail, c'est qu'ils ont une connaissance du poste de travail, de l'établissement, donc les contraintes du poste de travail, le fonctionnement de l'établissement, les autres postes possibles au sein de l'établissement, et puis ils ont aussi la connaissance de l'état de santé de l'agent. Et en fonction, le rôle de médecin du travail va être de pouvoir établir quelles sont les adéquations entre le poste actuel et l'état de santé de l'agent, ou alors ce qui ne peut plus être effectué au poste actuel, et du coup, ce qui va nécessiter soit ce qu'on appelle des aménagements de poste, soit d'autres dispositifs qu'on développera un petit peu plus loin. Du coup, ça va se caractériser en termes d'aptitude, quand on va voir l'agent au moment d'une visite de reprise ou même parfois au cours d'une visite périodique si on a des changements d'aptitude à émettre, en sachant que le dispositif d'inaptitude n'est pas le même dans les fonctions publiques que ce qui peut être dans le régime général, puisque dans le régime général, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, l'inaptitude émise par le médecin du travail va pouvoir aboutir au licenciement du salarié, alors que dans les fonctions publiques, le médecin du travail va émettre des restrictions d'aptitude, voire des inaptitudes, mais qui ne vont pas avoir les mêmes conséquences sur le statut administratif du salarié. Et donc, que vous dire d'autre de plus? Je crois on verra un petit peu plus loin les modalités pour solliciter le médecin du travail, c'est-à-dire que soit l'agent peut solliciter directement, dans tous les cas, un personnel peut solliciter directement le médecin du travail ou l'équipe de santé au travail et demander une rencontre avec le médecin du travail. On verra ensuite quels sont les types de visites et selon le statut de l'agent, s'il est en arrêt de travail ou pas, à quel moment il peut rencontrer le médecin du travail. Et bien entendu, le médecin du travail, l'équipe de santé au travail est soumise au secret médical. Donc du coup, les échanges entre l'agent qui est reçu et le médecin du travail vont rester strictement confidentiels et après pourront aboutir à des aménagements de poste ou des restrictions d'aptitude avec l'accord de l'agent, mais avec des conclusions qui permettront à l'employeur sa recherche de poste de travail. Est-ce que Virginie, vous voulez que je précise d'autres choses? Non, je pense que c'est OK. Merci. Juste, on voulait vous présenter aussi, donc il y a un sommaire, pareil, qui est interactif. On voulait vous présenter rapidement aussi la fiche conseil médical, qui est une spécificité aussi dans la fonction publique. Alors c'est vrai que je vais un petit peu continuer sur ma lancée. Le conseil médical a une place très spécifique dans la fonction publique. Hein. Ce dispositif-là n'existe pas dans le régime général. C'est vrai que l'intérêt de ces différentes fiches, c'était aussi de pouvoir, pour par exemple des médecins généralistes qui n'ont pas l'habitude de cette organisation très spécifique aux fonctions publiques, de pouvoir retrouver ces différentes informations, même si par exemple un médecin généraliste sait comment fonctionne le dispositif de médecine agréée, mais comment tout ça va s'articuler et la place de chacun en termes de maintien dans l'emploi. Donc on a essayé de regrouper dans cette fiche-là le rôle du conseil médical qui est vraiment spécifique aux fonctions publiques. Les missions du médecin agréé ne sont pas celles du médecin du travail. Hein, c'est deux missions complètement différentes. Le conseil médical va être attaché soit à une administration centrale, soit rattaché au niveau départemental. Et puis il y a différents modes
d'organisation de ces conseils médicaux en formation restreinte ou en formation plénière. Dans la fiche, on a essayé de regrouper ces informations pour pouvoir un peu mieux comprendre comment ce dispositif fonctionnait, parce qu'il est fondamental dans le parcours de maintien dans l'emploi dans certaines situations, puisque l'avis du conseil médical sera nécessaire pour des situations bien spécifiques en termes pas forcément d'aménagement de poste, mais s'il doit y avoir des dispositifs de reclassement ou certaines adaptations spécifiques à certains postes de travail. Je ne développe pas plus le rôle du conseil médical. Nous, on a essayé de faire une fiche assez synthétique pour permettre de s'y retrouver dans ces situations-là. Merci Florence. Après, on voulait vous présenter aussi notre fiche. Donc, je vais passer la parole à Thierry qui va vous présenter la fiche des employeurs publics. Oui, merci. On trouvait intéressant de mettre une fiche employeur public parce que, encore plus que dans le régime général, le rôle de l'employeur dans la fonction publique, il est essentiel quand on parle de maintien dans l'emploi. La loi de 2005, elle lui fait obligation de maintenir dans l'emploi les agents avec les différents acteurs du service maintien et la médecine. Et Votre micro est coupé, Thierry. On ne vous entend plus. Ah oui, alors je Voilà. parle dans le vide depuis 5 minutes. Non, on D'accord. vous a entendu au début et puis voilà, juste quelques C'est secondes. coupé. Ouais. D'accord. Donc, je reprends. Je disais, le rôle de l'employeur public, plus que dans le régime général, il est essentiel, puisque la loi de 2005 lui fait l'obligation d'assurer le maintien dans l'emploi des agents dès lors qu'ils ont des problématiques de santé ou qu'ils sont reconnus en situation de handicap. Et il est essentiel que cet employeur public se structure pour effectuer cette action de maintien dans l'emploi. Donc, je rappellerai que pour les employeurs publics, mais je crois que c'est également le cas dans le régime général de plus de 250 salariés, il y a l'obligation de nommer un référent handicap. Et ce référent handicap, c'est vraiment l'acteur incontournable du maintien dans l'emploi. C'est lui qui va être le chef d'orchestre pour mettre en action les différents acteurs du maintien dans l'emploi, comme le Cap emploi, la médecine du travail, les commissions spécialisées, les appuis spécifiques, l'ensemble des outils qui peuvent être mis à disposition des employeurs pour accompagner les agents qui rencontrent des problématiques de santé. Donc, l'idée, ce n'est pas de détailler cette fiche employeur, mais de vous dire qu'elle existe, allez la voir. Vous trouverez un certain nombre d'actions sur les obligations et le rôle de l'employeur public en matière de maintien dans l'emploi. Et je vais laisser la parole, je crois justement, pour faire le lien, à Géraldine pour nous présenter le Cap emploi. Et du coup, toutes les fiches sont conçues de la même façon, en fait. On y présente toujours nos missions, les actions, le public bénéficiaire. Donc, Cap emploi est bien un outil pour l'entreprise, enfin pour l'employeur, en fait, à l'aider dans sa recherche de solutions de maintien dans l'emploi. Et on intervient bien aussi dans la fonction publique, sous l'impulsion aussi de l'employeur. Les Cap emploi sont des services publics qui appartiennent au réseau pour l'emploi. Et notre mission, elle vise à la fois accompagner vers et dans l'emploi les demandeurs d'emploi ou les agents en situation de handicap dans le cadre d'une recherche de solutions de maintien dans l'emploi. Donc nous, on va intervenir avec l'employeur public en associant le médecin du travail et avec l'accord de l'agent également pour rechercher des solutions de maintien dans l'emploi et chez l'employeur. Donc ça, c'est notre mission prioritaire. Et concernant le maintien en emploi et l'évolution professionnelle, dans le cadre de la fonction publique, il est important d'abord de saisir les outils. C'est pour ça que vous allez trouver dans la roue des acteurs les conseillers en évolution professionnelle spécifiques à la fonction publique. Et nous ne pourrons intervenir que si l'agent souhaite quitter la fonction publique pour aller vers le secteur privé, pardon, parce que il faut s'adapter aux termes de discours, et pour aller vers le privé, ou lorsque les gens ont des CDD et que le CDD sera interrompu. Voilà.
Mais je pense que Cap Emploi, vous connaissez quand même comme un des outils qui peut vous aider et vous accompagner, à la fois le référent handicap, l'employeur, l'agent et le médecin du travail à rechercher des solutions. Et notre expertise, elle est bien fondée sur, on est bien expert du handicap en emploi. Virginie, simplement, est-ce qu'on peut un tout petit peu Merci. agrandir? On nous demande Ah voilà, oui, de d'accord, mettre je vais en plein agrandir, écran ouais. sur les prochaines diapos. Merci beaucoup. Merci, oui. Merci. Du coup, on va vous présenter la deuxième page qui est disponible sur le site du SIST PACA qui concerne les parcours, où on a créé 2 schémas. Donc, on va vous les présenter chacun à son tour. Et donc, c'est un schéma d'un agent qui est en arrêt de travail. Et puis, le deuxième concerne un schéma où l'agent n'est pas forcément en arrêt de travail, mais son état de santé s'aggrave. Donc voilà, ça, ce sont des schémas aussi qui sont disponibles aussi sur le même document PDF avec, pareil, ils sont interactifs. Donc là, vous les retrouvez ici. Donc là, je vais passer la parole, on va vous les commenter, puis on va faire des petits zooms sur des étapes clés. Mais voilà, l'idée, c'était je vais passer la parole à Géraldine, du coup, qui va vous présenter. Je ne vais pas le représenter. Voilà, j'essaie de zoomer. Tu essayes de zoomer. Du coup, sur ce schéma, en fait, on a voulu mettre en lumière autour d'un schéma qui illustre bien les temps forts de la sécurisation du parcours professionnel, l'ensemble des acteurs qu'on va rencontrer à un moment. Donc, dans un premier temps, il y a le médecin traitant. Le médecin traitant qui est le médecin du soin, qu'on sensibilise justement aux actions de maintien dans l'emploi et à leur rôle dans le cadre du maintien dans l'emploi autour de la détection précoce. Et on invite essentiellement le médecin traitant à orienter vers les médecins du travail parce qu'il est l'acteur pivot du processus du maintien dans l'emploi à solliciter la visite de pré-reprise. Par la suite, vous avez l'employeur qui va intervenir, puis le médecin traitant qui réintervient pour le suivi et le médecin du travail au niveau de la reprise. On y a mis aussi les médecins agréés parce qu'à un moment, ils vont aussi intervenir dans le parcours, les assistantes sociales et les conseillers en évolution professionnelle, tout comme Cap Emploi. L'idée, c'est de mettre en lumière en fait, les acteurs qui interviennent à un moment clé. Mais c'est vrai que notre principal message, c'est de solliciter la visite de pré-reprise auprès du médecin du travail pour préparer au mieux le retour à l'emploi. Et pour ça, je vais laisser la parole à, à Florence pour qu'elle refasse un petit point sur la visite de pré-reprise. Alors, la visite de pré-reprise, j'ai vu qu'on avait quelques médecins qui étaient en ligne. C'est pas pour eux que les informations vont être les plus. Ils connaissent ces informations-là. La visite de pré-reprise, c'est une visite qui a lieu pendant l'arrêt de travail de l'agent. Elle peut être demandée par l'agent, elle peut être demandée par le médecin traitant, ou alors le médecin agréé peut conseiller à ce que l'agent rencontre le médecin du travail. En tout cas, cette visite de pré-reprise ne peut pas être demandée par l'employeur. Et même si dans tous les cas, elle est conseillée, elle ne peut pas être demandée par l'employeur et elle n'est pas obligatoire. Un agent qui ne souhaite pas rencontrer le médecin du travail pendant son arrêt n'est pas obligé de le faire. Cette visite va permettre de préparer le retour au travail, c'est-à-dire de voir quelle est la problématique. Bien souvent, le médecin du travail n'a pas connaissance du parcours médical qu'a eu l'agent, donc ça va permettre de savoir un peu quelle est la problématique rencontrée et puis quelles sont les éventuelles adaptations nécessaires du poste de travail. Et puis, il va permettre aussi va être le moment aussi de pouvoir mobiliser des dispositifs qui vont permettre justement soit l'aménagement, soit l'adaptation du poste, soit d'autres décisions comme le reclassement. Le médecin du travail va pouvoir éventuellement entrer en contact avec l'employeur pour faire part de certaines préconisations avec l'accord de l'agent. Si l'agent ne souhaite pas que ce soit fait, ça restera à ce stade-là. Dans tous les cas, alors c'est vrai que la fiche là c'était l'occasion de reprendre le contexte de cette visite de pré-reprise parce que comme ces fiches sont destinées aux employeurs, aux agents, aux médecins traitants, donc ils ne connaissent pas forcément le rôle et la place que peut avoir la visite de pré-reprise dans le parcours de retour au travail pour un agent.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que… Alors, Non. ouais, peut-être On qu'on a- peut compléter par rapport au schéma. En fait, c'est vrai que quand on parle de maintien dans l'emploi, il y a une vraie nécessité d'articulation entre tous ces acteurs. C'est ça qu'il fallait aussi. Enfin, la mission du SIST-PACA aussi par rapport à l'outil. C'est bien d'éclairer ce que l'acteur fait et l'articulation qu'on a entre nous. Et le message qu'on veut porter, c'est vraiment autour de l'anticipation, autour de cette visite de pré-reprise, parce qu'il faut anticiper pour pouvoir bien travailler en réseau, parce qu'après, ça va très vite en termes de solutions, en fait. Et Et j'en donc, on profite. a un… Oui, Non, excusez-moi, allez-y, Géraldine. Je pensais que vous aviez terminé votre phrase, excusez-moi. oui, j'ai terminé ma phrase. Ok. Je voulais rebondir, du coup, vous dire simplement qu'il y avait une ou deux questions qui avaient été posées dans le chat, et du coup, je les relais tout de suite pendant qu'on est sur le sujet. On nous demande notamment est-ce que les assistantes sociales et le référent handicap peuvent demander ces prévisites avec l'accord de l'agent. Donc, ça pose plutôt la question voilà, des modalités d'accès, finalement. Bah, en fait, je pense qu'une assistante sociale peut toujours conseiller à l'agent qu'elle reçoit de se rapprocher, de demander un rendez-vous auprès du médecin du travail alors que la personne est en arrêt de travail. Donc, ce n'est pas l'assistante sociale qui va demander la visite. L'assistante sociale ou le référent handicap va conseiller à l'agent de lui-même contacter son service de prévention pour prendre rendez-vous pour une visite de reprise. Par contre, c'est bien qu'ils connaissent, que ces acteurs-là connaissent l'existence de cette visite de pré-reprise et connaissent cette possibilité de rencontrer le médecin du travail au cours de l'arrêt de travail. Ouais, super, parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. On nous dit aussi de préciser en fait, enfin, qu'il est nécessaire de différencier l'inaptitude définitive et l'inaptitude temporaire. Je sais pas si c'est un commentaire par rapport au contenu de la fiche ou si c'est ce qui a été évoqué Alors, tout à oui, l'heure. Ouais. j'ai vu cette question. Alors, c'est un point qui est toujours très particulier dans la fonction publique. Ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon propos, c'est que l'inaptitude du médecin du travail ne va pas amener ne va pas avoir les mêmes conséquences sur la situation de l'agent que l'on reçoit en termes de poste de travail, puisqu'il n'y a que l'inaptitude qui est émise par le conseil médical qui pourra permettre du coup une sortie de l'agent de son grade mais l'inaptitude du médecin du travail n'est pas suffisante pour que l'employeur puisse mettre au contrat de travail de l'agent dans la fonction publique, puisque de toute manière, il n'a pas de contrat de travail, il a un statut. Donc, le médecin du travail, alors c'est vrai que dans la fonction publique, le médecin du travail n'émet pas d'avis d'aptitude, mais dans les autres fonctions publiques, il émet un avis d'aptitude, et donc du coup d'aptitude avec des réserves ou avec aménagement. Et s'il y a une inaptitude, parce que le médecin du travail, par exemple, dans un établissement hospitalier, peut quand même tout à fait conclure à ce qu'il y ait une inaptitude avec le poste de travail, mais cette inaptitude n'est pas suffisante pour avoir des conséquences sur le statut de l'agent, puisque derrière, il va falloir que ça passe par le processus du conseil médical pour amener, par exemple, un reclassement. Je ne sais pas si vous souhaitez que je prenne un exemple, mais par exemple, si on prend une aide-soignante qui serait inapte définitivement à ce qui est au port de charge lourde, le médecin du travail peut faire une inaptitude à son poste d'aide-soignante, mais derrière, pour qu'elle sorte de son grade d'aide-soignante, cette inaptitude du médecin du travail n'est pas suffisante pour que l'employeur, pour que son administration prenne une décision sur son statut. Bonjour, c'est Dr Guiroumi, c'est moi qui ai posé la question. En fait, ce n'est pas dans ce sens en fait, que je l'ai posé, c'est tout simplement que en arrivant à la fin, donc on a à statuer sur une des conclusions, dont soit inapte, soit inade. Donc dans l'inapte, en règle générale, c'est la personne qui revient, qui est encore malade, qui ne peut pas occuper son poste. Le médecin de travail met une aptitude temporaire. Donc il va se soigner, etc. Il revient et à ce moment-là, il reprend son poste. Par contre, dans l'INAD, c'est compris, donc il ne peut pas reprendre, et donc le médecin du travail utilise l'INAD pour dire qu'il ne peut pas reprendre son poste de travail. Du coup, il est récupéré par la cellule qui s'occupe du maintien dans l'emploi, et en particulier par les chargés de mission qui vont lui chercher notre emploi. Seulement, il y a confusion. Pour eux, il y a le mot inapte, et ils disent que dès qu'on utilise le mot inapte, ça y est, il est inapte. Non. S'il est inapte temporairement, il faut qu'il comprenne que c'est temporaire et qu'il va revenir occuper son poste à lui, sauf si ça s'aggrave ou si voilà, il y a des conditions qui l'empêchent. Je crois que c'est une confusion là. Il faut qu'on fasse attention parce que c'est utilisé dans le médecin du travail, à mon avis, dans ce sens-là.
Et pour les chargés de mission qui me l'ont fait remarquer, pour eux, c'est une inaptitude. Non. Donc, il va falloir qu'on comprenne et faire la différence entre temporaire et définitif. Merci. Eh ben, parfait, merci pour votre retour. On a une autre question, docteur Bajon. Pourriez-vous préciser le temps qu'il peut y avoir entre l'inaptitude émise par le médecin du travail et le conseil médical? Alors, ça va dépendre des situations, mais On est dans un temps long. On c'est est dans bien un dit. temps long, puisque on n'est pas dans la même temporalité. Autant dans le régime général, cette temporalité, elle est très clairement définie, ou quand même, ou très clairement, peut-être plus clairement définie, puisqu'il y a une temporalité qui est inscrite et qui est réglementaire. Par contre, si je reprends l'exemple de l'aide-soignante que j'ai vue qui est inapte à son poste d'aide-soignante et pour lesquels il faut chercher un poste, par exemple, administratif, il y a tout un processus et que je dirais qui est plutôt dans un temps long. Et en tout cas, je n'ai pas connaissance de texte réglementaire qui impose des délais. Et on a encore une petite question sur ce cadre un peu médical. On nous demande dans quelle fonction publique les médecins de prévention peuvent-ils statuer sur l'aptitude ou l'inaptitude? Est-ce que c'est uniquement dans la FPH? Je crois que, enfin, Thierry renforcera mon propos, je pense, hein, mais le médecin du travail, dans les fonctions publiques, va émettre des restrictions qui peuvent aller jusqu'à l'inaptitude, mais en tout cas, pour qu'il y ait une action sur le statut, pour qu'il y ait quelque chose sur l'état statutaire de l'agent, ce n'est pas l'inaptitude du médecin du travail qui est suffisante. Je confirme, mais l'inaptitude n'est prononcée que par le conseil médical. Et ce, quelle que soit la fonction publique, Oui. pour le coup, Quelles le que soient cadre les fonctions juridique publiques. est le même, quelle que soit la Quelles que fonction soient les publique. fonctions publiques, puisque ça, c'est vraiment le dispositif qui est commun aux fonctions publiques. Autant il y a un cadre réglementaire qui peut différer pour le médecin de prévention, médecin du travail selon les fonctions publiques, mais par contre, ce cadre-là de conseil médical, même si ce n'est pas le même conseil médical pour toutes les fonctions publiques, mais en tout cas, c'est les mêmes, les critères sont les mêmes. Ouais. Puisque ça concerne la position statutaire de l'agent. Or, quand on est dans le régime général, on ne parle pas de position statutaire de l'agent. Et là, ça concerne la position statutaire de l'agent. Moi, j'aurais une question, s'il vous plaît. Bien sûr, allez-y, Madame Grenier. Voilà, moi, je me retrouve dans une situation où j'ai au moins 4 aides-soignantes qui, suite à des arrêts, hein, des maladies, se retrouvent avec des restrictions très importantes dans leur cadre de travail, à pas porter des charges de 5 kilos, enfin, des restrictions qui ne sont plus en adéquation avec la mission d'une aide-soignante. Et donc, elles peuvent être temporaires ou sur du long terme. Quelle est la solution si l'agent veut reprendre sur son poste d'aide-soignant? Alors, moi, je vais vous proposer une réponse. Je ne sais pas si c'est celle qui est attendue ou pas, mais par exemple, si on essaye de se positionner dans ce petit schéma, c'est un peu l'idée aussi de l'outil qu'on a, c'est que l'aide-soignante, soit c'est à l'issue de son arrêt de travail, soit au cours de la pré-reprise, il y a des restrictions dont vous avez connaissance. Donc, on va se retrouver exactement là dans la partie des flèches oranges, soit vous, en tant qu'employeur, vous avez la possibilité d'aménager le poste de travail, soit vous avez la possibilité de proposer une réaffectation, parce qu'il s'avère que vous avez un poste en ophtalmologie, à l'hôpital de jour ou aux consultations et qu'il n'y a pas de manutention. Si vous avez ces possibilités-là, on va être dans les deux petites cases aménagement de poste, réaffectation, qui du coup permettent que le poste de travail correspondent aux restrictions émises par le médecin du travail. Mais si ce n'est pas le cas, vous êtes dans la situation, parce que l'employeur, lui, ce qu'il se doit, et ça c'est valable pour tout employeur, quel soit son statut, régime général ou dans les fonctions publiques, se doit de faire une recherche de poste. Donc, vous recherchez un poste de travail, mais maintenant,
au bout de si vous avez 4 aides-soignantes à repositionner, il se peut qu'il y ait un poste pour la première, un poste pour la deuxième, mais que ça finisse par coincer si on est sur ces types de restrictions. À ce moment-là, on se retrouve dans le fait pas de possibilité ni d'aménagement de poste, ni de réaffectation. Et à ce moment-là, c'est là où on se retrouve à se mettre en lien avec le conseil médical pour aller justement sur un reclassement, puisque du coup, il y a une inaptitude aux fonctions. D'accord. D'accord. Maintenant, le médecin du travail, ce qu'il faut comprendre, ce qui est parfois un petit peu difficile en tant qu'employeur à comprendre, mais le médecin du travail doit faire des propositions par rapport aux capacités actuelles de l'agent. Le médecin du travail, sauf s'il sait que les capacités actuelles ne permettent pas du tout de reprendre sur aucun poste d'aide-soignante, mais le médecin du travail ne peut pas décider que vous n'avez pas de poste d'aide-soignante. Il n'y a que vous, en tant qu'employeur, qui avez la connaissance des possibilités d'aménagement ou de réaffectation des postes de travail. Cette décision appartient à l'employeur. OK. Et j'aurais une question. Oui, ça génère plusieurs questions. Alors, simplement, dans Ah oui, pardon. l'ordre, Madame Maquin. Non, mais allez-y, Madame Maquin. Ah voilà, oui, donc ça complète un petit peu la demande. Je suis médecin du travail dans le privé, justement, à ISMT 04, et depuis quelque temps, effectivement, un manque de médecins oblige, on commence à reprendre des salariés de la fonction publique, donc je maîtrise mal. Alors, je voulais une précision là-dessus, je pense que ça peut intéresser les employeurs, que je comprenne bien le cheminement. Donc, j'avais la notion, moi, qu'effectivement, en tant que médecin du travail fonction publique, on n'a pas à se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude au poste. On peut émettre des avis d'aménagement de poste, ou d'adaptation de poste. Mais alors, je ne comprends pas bien le cheminement, puisque n'ayant pas d'expérience là-dessus. Si, par exemple, j'émets des avis d'aménagement de poste qui ne sont pas réalisables et qui pourraient conduire finalement à conclure que c'est une inaptitude, le conseil médical, il est saisi comment? Par moi, par le salarié? Est-ce que le conseil médical doit à tout prix redemander l'avis du médecin agréé qui, lui, d'après ce que j'ai compris, est le seul habilité à prononcer des inaptitudes en quelque sorte? Voilà, si vous pouviez repréciser ce cheminement-là que je ne maîtrise pas bien, s'il vous plaît. Est-ce que je réponds ou Thierry, est-ce que tu veux répondre? Commence et puis je compléterai. Je pense que tu maîtrises mieux le sujet que moi là-dessus. Disons qu'on va parler de médecin du travail à médecin du travail. Un médecin du travail, il va donner un avis et des propositions d'aménagement à un poste de travail qu'il connaît. D'accord? D'accord. Donc, ça, c'est le cas. C'est le cas de la personne précédente qui a posé des questions. Il y a des restrictions sur du port de charge. Maintenant, dans le régime général, on va aller vers une inaptitude. Dans les fonctions publiques, si l'employeur, après sa recherche de poste, ne trouve pas de solution, alors du coup, en fait, c'est l'employeur. Alors, certains gros établissements ont leur médecin du travail au sein de leur institution. C'est le cas, par exemple, pour nous à la PHM, mais c'est extrêmement rare. La plupart des situations, c'est de ne pas avoir le service de médecine agréé au sein de son établissement. Du coup, c'est l'employeur qui va saisir le conseil médical. Voilà. Et ce n'est pas le médecin du travail, en fait. D'accord. En partenariat, en fait. En partenariat avec le médecin, bien évidemment. C'est l'employeur qui saisit, en partenariat, bien évidemment, avec le médecin du travail. Il ne le fait pas seul. Et pour les petits employeurs, il intervient souvent dans la fonction publique territoriale, le centre de gestion aussi. C'est le centre de gestion pour les petits employeurs, parce que selon si on est sur des territoires où il y a des employeurs publics de moins de 350 qui sont obligatoirement affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui a son propre service en principe de médecine de prévention. Et c'est à travers le centre de gestion que va être saisi aussi le conseil médical. Donc, c'est effectivement l'employeur qui le fait, mais il ne le fait pas seul. D'accord. Et est-ce qu'il y a obligatoirement, donc du coup, si après saisine du conseil médical, une impossibilité de reclasser le salarié, est-ce qu'il faut qu'il y ait l'avis du médecin agréé ou c'est pas obligé? C'est le conseil médical.
En fait, c'est là où il faut être très attentif sur les termes qu'on utilise quand on parle de fonction publique, parce que le reclassement, on y viendra tout à l'heure, c'est vraiment un vrai dispositif et du coup avec un cadre réglementaire dans la fonction publique. Donc le conseil médical, l'employeur, ce qui va se passer, je vais faire un raccourci et Thierry corrigera si je ou précisera certains points. L'employeur va recevoir l'avis du médecin du travail, va se dire que, comme notre précédente intervenante, il n'y a plus de poste d'aide-soignante avec sans port de charge lourde, puisque tous les postes aux consultations ont été pourvus. Donc, pour cette aide-soignante qui arrive, je n'ai plus de possibilité. Donc, je suis un petit établissement, je n'ai pas mon service au sein. J'ai un échange avec le médecin du travail, pas forcément qui doit être écrit, mais on fait la conclusion qu'il n'y a pas de possibilité. Donc, l'employeur va saisir le comité médical en lui posant des questions, en lui disant, pour cette aide-soignante, est-ce que son état de santé nécessite un reclassement? Et c'est là où, du coup, va y avoir un avis qui va être posé pour mettre, du coup, amener notre personnel vers ce dispositif de reclassement. Parce que le reclassement, en fait, c'est un réel changement de grade de son statut. Donc, ça a un impact sur le statut. Et parfois, l'avis du médecin agréé va venir alimenter en fait la prise de décision de la part du conseil médical. Oui, en fait, le conseil médical soit peut statuer, on ne va pas rentrer parce qu'après c'est très technique, puis en plus il n'y a personne qui représente le conseil médical, donc, mais soit il va statuer avec les éléments qu'il a, soit il peut demander un avis auprès d'un médecin agréé. Exactement. Donc c'était pour faire le lien entre médecin agréé, c'était la question qui était posée aussi tout à l'heure. Alors par contre, je vois que le temps file. Madame Laplacette, je vois que vous avez votre main qui est levée depuis un petit moment. Je vous propose de poser votre question, on y répond et puis après on bascule sur la suite de la présentation. Et j'ai vu qu'il y avait une question qui était posée aussi dans le chat. Je ne vous oublie pas, Madame Griffo, mais vous allez voir, on va y répondre petit à petit. Allez-y, Madame Laplacette. Je vous remercie de me donner la parole. Simplement, c'est pour apporter des précisions. Je suis référent handicap sur le CHITS à Toulon et CHH. Et donc, nous, ça représente 5000 agents. Effectivement, on a la chance d'avoir notre médecine du travail interne comme à la PHM. Mais vraiment, maintenant, ce qui devient pointilleux par rapport à l'inaptitude, c'est l'inaptitude à ses fonctions et toutes les fonctions du grade. C'est la grosse subtilité dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'effectivement, inapte à ses fonctions d'aide-soignante en chirurgie, très bien, mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas inapte, comme vous l'avez évoqué dans un autre service, et on demande maintenant à l'employeur de démontrer l'inaptitude à toutes les fonctions du grade, parce qu'il y avait une déviance sur cette inaptitude avec des gens qui se retrouvaient inaptes à leurs fonctions alors qu'ils pouvaient travailler aide-soignant bien ailleurs. D'où la difficulté effectivement sur les gros établissements, parce qu'il va être très difficile de prouver qu'on n'a pas un autre poste d'aide-soignant, par exemple, ou IDE, ailleurs. Ça, c'était pour répondre et vraiment précisément à une personne qui posait cette question d'inaptitude. Et peut-être c'est ce qui manque, si je peux me permettre, dans le schéma, c'est inaptitude à ses fonctions définitives et toutes les fonctions du grade, qui est vraiment l'intitulé du texte, en fait. Et concernant l'inaptitude temporaire par le médecin du travail, il est demandé dans le temporaire le début de l'inaptitude et la fin de l'inaptitude. Est-ce que c'est une inaptitude temporaire à 3 mois ? Est-ce que c'est une inaptitude temporaire avec une visite à 3 mois? Mais il faut que ça soit précisé pour l'employeur, en fait. Et c'est ça qui va décliner les conditions d'aménagement de poste, d'horaire, même de sortie de service. Et c'est avec ça qu'on pourra effectivement ensuite dire, là, c'est plus possible et on fait une inaptitude à la fonction. Et ensuite, concernant le reclassement, c'est effectivement, je pense qu'on va en parler après, c'est sur la période de préparation au reclassement, mais surtout, le conseil médical dans les fonctions publiques, il n'a qu'un avis, C'est l'employeur qui a l'avis définitif de la décision. Et c'est bien un procès-verbal d'avis du conseil médical. Je crois que c'est important aussi parce qu'il s'avère que des fois, on a suffisamment d'accompagnement, d'argumentation pour signifier qu'effectivement, ce n'est qu'un avis et pourquoi l'employeur ne respecte pas l'avis du conseil médical. Je vous remercie. Juste, si vous voulez, ça m'intéresse beaucoup ce que vous avez posé en question. Je voulais juste rebondir si ça ne vous dérange pas, juste 2 secondes. Oui, allez-y. Et puis après, on bascule sur la suite. Et c'est pour
Voilà, je suis médecin du travail en Hiromi, c'est pour ce qu'elle a, elle a bien précisé, dans le temporaire, le délai. Moi, à mon avis, en tant que médecin du travail, je n'ai pas d'ordre à donner au médecin traitant. Si je lui dis qu'il ne doit pas reprendre le poste de travail temporairement, c'est pas moi, je lui dire, il ne va pas reprendre son travail pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que ça dépend de son état clinique. Donc, le médecin du travail, qui est le médecin traitant, qui est le médecin traitant, enfin, de soins, va statuer sur l'état clinique et c'est lui qui va va dire, ben, on arrête 1 mois, on arrête 2 mois, on arrête 3 mois. C'est pour ça qu'il faut que l'employeur comprenne la place et le rôle du médecin du travail et la place et le rôle du médecin traitant. Donc, de là à dire il ne doit pas revenir à son poste temporairement pendant 1 mois, c'est comme si je disais au médecin traitant, tu n'as pas le droit de lui donner un arrêt plus d'1 mois. Ça, non, c'est pas normal. En fait. Il faut bien comprendre ça. Il faut situer chaque médecin avec ses rôles et ses compétences. Le médecin du travail, il statue sur occuper le poste de travail, la part entre le risque professionnel et les capacités restantes de l'agent au moment où il doit reprendre son poste de travail, et non pas sur le rôle du médecin traitant. Merci. Après, je crois que ce webinaire n'est pas organisé pour savoir quel est le rôle du médecin du travail et du médecin traitant, mais de présenter cet outil. Donc, ça va être l'occasion de poursuivre notre présentation. On va continuer. Oui, ouais. merci, merci. On va continuer. Merci pour ces précisions. Effectivement, juste pour compléter, c'est un outil d'information qui on a essayé de le faire le plus simple possible. Donc, effectivement, après, c'est un outil qui sera amené à évoluer. On va le mettre à jour de façon annuelle. Mais effectivement, l'idée, c'était de rester le plus simple possible, puisqu'il est destiné majoritairement du coup professionnels de santé, mais voilà, un plus large public. C'est vraiment de pouvoir donner des informations, regrouper les informations, harmoniser les informations, de ne pas aller trop dans les détails, voilà, trouver un bon équilibre. Mais du coup, effectivement, merci pour ces précisions. On va sans doute améliorer de toute façon cet outil. Donc là, je vous propose qu'on voit quand même ce deuxième schéma, où c'est un agent qui n'est pas forcément en arrêt de travail, dont l'état de santé s'aggrave. Et voilà, pareil, c'était pour vous montrer un parcours chronologique avec les différentes étapes clés et la coordination des acteurs et surtout la communication. Donc là, je vais repasser la parole au docteur Bajan. Voulez-vous présenter rapidement la visite à la demande et notamment la fiche. Et puis après, je passerai la parole à Thierry Allemand qui vous montrera une finalité. Hop, voilà. Donc, on a fait une fiche sur cette visite à la demande de l'agent, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la visite de pré-reprise qui peut être demandée par l'agent ou différents acteurs au cours de l'arrêt de travail. Et puis, la visite à la demande de l'agent, c'est une visite qui peut être faite donc, par l'agent, alors qu'il n'est pas en arrêt de travail. Il peut tout à fait, il a peut-être eu sa visite périodique il y a quelque temps. Il n'est pas encore au moment du rendez-vous de la prochaine visite périodique et il peut tout à fait demander à rencontrer le médecin du travail pour faire un point sur son état de santé parce que peut-être qu'il y a eu un nouvel élément, peut-être qu'il s'interroge, une évolution d'une pathologie et donc il peut tout à fait le rencontrer pour faire un point et voir avec le médecin du travail si on est toujours dans une adéquation entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent. Voilà, j'en dis pas plus parce que on a développé ça pour que les agents, les médecins traitants aient la connaissance de cette possibilité et les détails sont dans la fiche. Thierry, du coup, l'idée c'était de présenter une finalité, notamment la PPR. Oui, alors on le voit hein, dans le schéma dans l'emploi, on l'a vu, hein, la première étape, souvent, ce sont des aptitudes avec des restrictions qui sont émises par le médecin du travail, donc qui vont conduire à solliciter un acteur de l'accompagnement comme Cap Emploi pour arriver à une étude et un aménagement de poste. Donc ça, c'est souvent la première étape. Si l'état de santé se dégrade, ça a été évoqué notamment avec le cas des aides-soignantes, on peut aller vers une réaffectation administrative. Celle-ci n'a pas de conséquences statutaires sur l'agent, il reste dans son corps et dans son grade, mais il est réaffecté à une autre tâche administrative. Et ça se pratique assez régulièrement dans les fonctions publiques. Mais s'il n'y a pas de possibilité de réaffectation administrative et si l'état de santé est vraiment totalement en inadéquation avec les fonctions, ça a été dit tout à l'heure, de l'agent, on va se diriger vers un reclassement qui va se faire soit directement, soit depuis quelques années maintenant à travers une PPR, une période préparatoire au reclassement. Donc la PPR, c'est un nouveau dispositif qui date de 2020, enfin la loi de 2019 est complétée par l'ordonnance de 2020. C'est une obligation de l'employeur
public, je le rappelle, dès lors que vous avez un agent titulaire, si le conseil médical reconnaît son inaptitude à ses fonctions définitives, vous avez l'obligation de lui proposer une période préparatoire au reclassement. Vous avez un délai de 2 mois, enfin l'employeur public a un délai de 2 mois pour la proposer, mais l'agent a la faculté de la refuser. Donc c'est vraiment la différence, c'est que l'employeur public doit la proposer, l'agent peut l'accepter ou la refuser. S'il la refuse, ça peut avoir des conséquences, soit effectivement il va être reclassé directement s'il le peut, soit ça risque de le conduire à être licencié pour inaptitude ou à être mis en retraite pour invalidité selon les cas. S'il accepte, la PPR a une durée d'une période maximum de 1 an et c'est un dispositif intéressant puisque ça permet justement de faire un bilan, de préparer une formation de reconversion et de découvrir différents environnements professionnels par des mises en situation. Donc un dispositif extrêmement intéressant qui commence à se mettre en place chez les employeurs publics. C'est compliqué à mettre en place, c'est vrai, mais je commence à avoir des premiers retours de PPA réussis. Donc, c'est un outil à ne pas négliger, mais c'est l'employeur qui en a la responsabilité. Et comme ça a été dit tout à l'heure, de toute façon, par Mme Laplacette, c'est l'employeur qui a la responsabilité du maintien dans l'emploi et c'est son obligation à lui. Voilà pour faire rapidement sur les différentes situations d'un agent qui connaît des problèmes de santé de plus en plus aggravés. Merci Thierry. Du coup, maintenant, on va vous présenter la 3e page de cet outil qui concerne les outils de maintien dans l'emploi dans la fonction publique. Donc voilà, vous cliquez sur la 3e page. Là, vous allez avoir accès à quelques éléments introductifs, notamment effectivement le lien avec le catalogue des interventions du FIP, puisqu'effectivement, là, on va vous présenter un tableau qu'on a créé, mais on n'a pas mis toutes les aides disponibles dans des interventions du FIP, puisqu'effectivement, elles sont très nombreuses et, voilà, et elles sont mises à jour régulièrement. Donc, on vous a mis le lien là. Et on va vous présenter quand même ce tableau-là qu'on a créé, où on a essayé de classer les aides certaines aides et certains dispositifs d'accompagnement dans le maintien dans l'emploi selon le statut de l'agent, qu'il soit par exemple pendant l'arrêt de travail, à la fin de l'arrêt de travail, dans le cadre de la reprise de l'activité, dans le cadre de la compensation du handicap, ou alors pour une aide au changement du poste, ou alors voilà, toutes les aides financières et les prestations sociales disponibles à tout moment. Donc voilà, et là, ce sont des tableaux, lorsque vous voulez chercher du coup des aides et dispositifs selon le statut du patient qui sont disponibles pendant l'arrêt de travail, vous pouvez télécharger un tableau où là, vous allez avoir les aides vraiment disponibles pendant l'arrêt de travail, ou encore télécharger la synthèse complète de toutes les aides. Donc là, c'est la synthèse de toutes les aides. On va aller voir un petit peu en détail, on va faire quelques zooms sur certaines aides et dispositifs. Mais voilà, là, vous pouvez télécharger tout ce PDF avec les tableaux là. Et si vous voulez avoir juste des aides et dispositifs selon le statut du patient, voilà, vous avez ce tableau pendant l'arrêt de travail. Donc là, je vais repasser la parole à Thierry qui va vous présenter certaines choses. Alors, c'est un exemple. Bien évidemment, vous avez compris, l'outil, il est beaucoup plus complet. Là, on souhaitait montrer un exemple. Donc, rappelez que jusqu'il y a peu de temps, pendant l'arrêt de travail, il ne se passe rien pour l'agent public. On le laissait tranquille. L'ordonnance de 2020 et son décret d'application ont un peu changé les choses, puisque maintenant, il y a la possibilité, si l'agent est volontaire, de préparer son retour à l'emploi. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et il y a la possibilité, avec son accord, de lui proposer de faire un bilan de compétences ou un bilan professionnel, également de mobiliser un dispositif qui est commun avec la GFIP, qu'on appelle les appuis spécifiques, pour avoir un appui spécialisé en fonction de la typologie d'un handicap pour permettre un retour à l'emploi. Bien évidemment, tout ça, c'est avec l'accord de l'employeur. Et il y a également la possibilité qu'il puisse suivre une formation de reconversion ou de retour à l'emploi. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qui a été apporté par cette ordonnance. Je n'ai pas connaissance aujourd'hui si ça fonctionne ou pas, donc je suis intéressé s'il y a des cas. Il faut que l'agent soit volontaire, ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est avec son accord et l'employeur peut lui proposer ces différents dispositifs pour préparer dans les meilleures conditions son retour à l'emploi, puisqu'on sait que plus on anticipe et plus le retour à l'emploi est facilité. Voilà, donc c'était un exemple de ce que vous pouvez trouver sur cet outil. Voilà, et là vous cliquez par exemple sur formation et vous allez avoir accès du coup au site du FIP avec les différentes formations disponibles.
Voilà, donc ça me permet de rappeler que le FIP accompagne les employeurs publics sur les situations de maintien, donc d'insertion et de maintien. Et dans notre catalogue composé de 29 aides, vous pouvez tout mobiliser et c'est l'employeur qui doit mobiliser. Donc ça, c'est une particularité de la fonction publique. C'est pour ça que son rôle est extrêmement important. Notre seul interlocuteur au FIPHFP, c'est l'employeur public. Et l'employeur public peut mobiliser toutes les aides que nous mettons à disposition pour accompagner le maintien dans l'emploi des agents de la fonction publique. Ensuite, on voulait vous montrer notamment le temps partiel thérapeutique qui peut être mis en place à la fin de l'arrêt de travail. Et voilà, je vais passer la parole au docteur Bajon. Alors oui, on a positionné quelques infos sur le temps partiel thérapeutique. Je crois que c'est important quand on ne maîtrise pas bien les dispositifs en fonction publique de savoir que le temps partiel thérapeutique dans la fonction publique ne fonctionne pas tout à fait de la même manière que dans le régime général. Un autre point important, c'est que pendant très longtemps, le temps partiel thérapeutique était réservé à certaines situations, alors que depuis, alors je n'ai plus la date en tête, je crois que c'est 2020, il est beaucoup plus facilement accessible pour le personnel, avec d'autres difficultés que ça peut poser. Donc le temps partiel thérapeutique, son rôle, bien entendu, c'est de permettre, c'est un aménagement du temps de travail qui va permettre soit la poursuite des soins, soit la poursuite d'une rééducation, ou bien une réadaptation progressive à l'environnement de travail. Et je crois que vraiment, ce qu'il y a d'important, c'est de savoir que ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière que dans le régime général, en termes de comment ça se met en place, en termes de durée. Voilà. Alors, on ne va pas développer plus, hein, ce n'est pas l'objet de faire un webinaire sur le temps partiel thérapeutique parce que je pense qu'il nous faudrait 1h30. Mais il y a quand même, ce qu'il faut savoir quand on connaît mal la fonction publique, c'est que ça ne fonctionne pas comme dans le régime général, ça ne se met pas en place comme dans le régime général et les recours ne sont pas les mêmes. Donc, il y a des différences. Et il faut savoir aussi que pendant longtemps, les personnels n'y avaient pas accès, alors que maintenant, ils y ont beaucoup plus facilement accès. Tout à fait. Et en lien notamment avec les questions qui sont posées, que les agents soient bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou non, puisque voilà, aujourd'hui, il est possible, même pendant les arrêts de travail, de mettre en place des actions de remobilisation pour les agents. Ce qui n'était pas le cas effectivement avant, comme le disait le docteur Bajon. Et justement, on a des questions là-dessus où on nous dit est-ce qu'il n'y a pas de dispositif d'accompagnement pendant l'arrêt de travail s'il n'est pas BOTH, ou les aides de formation proposées pendant l'arrêt peuvent-elles être saisies sans PPR ou faut-il être obligatoirement en PPR? Donc voilà, du coup, on peut peut-être rappeler ici le cadre mobilisable. En fait, il y a certains outils qui sont spécifiques pour les personnes en situation de handicap, donc qui ont une reconnaissance administrative de leur handicap et qui leur permet d'être BOTH, notamment les appuis spécifiques dont parlait Thierry Allemand, ou la grande majorité des aides qui sont proposées par le FIPHFP. Mais après, l'ensemble des dispositifs de droit commun de formation, les bilans de compétences, etc., enfin tous les outils de remobilisation sont accessibles aux agents durant leur arrêt, qu'ils soient bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou non. Après, voilà, c'est les modalités de mise en œuvre qui sont pas forcément toujours très faciles, mais en tout cas, voilà, le cadre est le même. Enfin, je parle sous votre contrôle, madame, docteur Bajon, et Thierry. Hein. Ouais. Donc, dans la suite, il y avait la plateforme de prêt, je crois, Virginie. Ah oui. Donc, oui, on n'a moi, pas oui. parlé. Dans la suite logique des exemples, parce que bien évidemment, à la fin de l'arrêt de travail, l'agent qui est bénéficiaire du FIPHFP peut bénéficier de l'ensemble de nos aides, mais on voulait faire un petit zoom sur une aide particulière qui est la plateforme de prêt, enfin la plateforme de conseil technique et de prêt de matériel, qui est une plateforme qui s'appelle Edatech Sud, qui est gérée par l'URAPEDA et qui a été déployée par la GFIP et le FIPHFP il y a maintenant environ 1 an. Donc, cette plateforme a le permis à tout employeur public de pouvoir bénéficier d'un prêt de matériel pour répondre à des situations d'urgence. Donc, le cas d'un retour d'arrêt maladie peut être une de ces situations où s'il faut adapter rapidement le poste d'un agent pour qu'il puisse reprendre son emploi, on va pouvoir recourir à cette plateforme. C'est gratuit pour l'employeur public parce que c'est financé par ailleurs par le FIPHFP dans le cadre de la convention avec la GFIP. Et c'est une solution qui permet, pendant 3 mois renouvelables une fois,
de mobiliser des moyens de compensation. Alors, pour la saisir, c'est relativement simple. Les employeurs qui ont une convention avec nous, c'est-à-dire les employeurs volontaires de plus de 550 TP, peuvent directement saisir la plateforme Edatec. Pour les autres employeurs de la fonction publique qui ne sont pas conventionnés, ils passent par le Cap Emploi qui peut saisir Edatec et ainsi proposer un moyen de compensation sous forme d'un prêt de matériel. Merci. Donc voilà, tous les tableaux sont faits de la même façon. On a essayé de synthétiser pour donner l'information simplifiée sur différentes aides. Donc voilà, vous avez une description de chaque aide. Quel est le public éligible pour cette aide-là? Quel est le financeur? Qui peut la demander? Quel accord ou démarche préalable si besoin? Et vous avez des liens, voilà, s'il y a des formulaires à remplir ou des liens vers des sites internet spécifiques, notamment là, la plateforme de prêt de matériel. Vous avez accès à la plateforme qui est ici. Donc voilà pour l'outil d'information du maintien dans l'emploi dans la fonction publique qui est disponible sur le site du SIST PACA. Juste pour finaliser, on voulait partager avec vous, je vais remettre le diapo. C'est Géraldine François, du coup, qui voulait, on s'était dit que ça serait intéressant de présenter un exemple concret. Hop, je vais remettre le schéma. Voilà, un petit exemple concret qui va permettre justement d'illustrer quelques outils dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, je me tairai sur le nom et le nom de la collectivité territoriale, mais c'est une dame de 59 ans qui travaille dans une collectivité territoriale depuis 2017, mais qui a toujours travaillé dans la fonction publique depuis 87. Elle a eu un accident vasculaire cérébral en 2020 et a bénéficié d'un congé longue maladie de 3 ans et qui reprend en temps partiel thérapeutique dans la limite de l'ouverture de ses droits. Et Cap Emploi est saisi par l'employeur, le médecin du travail, et avec l'accord de la dame, en raison des importantes séquelles de cet accident, qui sont en fait une diminution du champ visuel, une grosse fatigabilité avec des difficultés attentionnelles, des lenteurs dans la lecture et l'écriture et un fort retentissement psychologique. C'est quelqu'un qui a eu un long parcours de rééducation, dans un établissement spécialisé, et surtout, en plus des séquelles immédiates sur son poste de travail, il y a quand même une grosse problématique d'accès au poste parce qu'elle ne peut plus conduire. D'autant plus que madame a aussi des gros changements dans sa vie personnelle qui viennent impacter aussi son retour à l'emploi. Donc, il y a une nécessité de rechercher un poste de réaffectation, Donc là, en temps partiel thérapeutique, elle est positionnée sur un poste temporaire avec très peu de tâches à réaliser et sur un poste temporaire d'accueil. Il fallait aussi résoudre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la problématique du transport pour permettre d'ouvrir une recherche de réaffectation sur une zone démographique beaucoup plus étendue. Au regard de la situation, on convient tous ensemble de la sollicitation des appuis spécifiques. Comme l'a dit tout à l'heure, nous, les Cap Emploi sont des généralistes du handicap et dès lors que la problématique santé est importante, on va aller chercher des spécialistes. Et donc, en l'occurrence, on fait appel aux spécialistes sur le département des Bouches-du-Rhône, qui est le CREADV, par rapport à sa problématique visuelle. Ce qui va permettre en fait de faire un point sur ses capacités résiduelles et surtout les outils de la compensation. Et c'est pour ça qu'on fait également appel à la plateforme Edatec pour lui faire tester du matériel qui va pouvoir l'aider aussi dans les tâches administratives. Alors, ça passe par un écran, un support écran, des claviers rétroéclairés, des filtres à positionner sur l'écran, une loupe réglette pour pouvoir faciliter la lecture des petits caractères, tout comme des lampes LED. Voilà, en termes de compensation technique. Par rapport à la recherche de solutions, d'ouvrir la zone démographique, on travaille avec l'employeur la possibilité justement de financer le transport en taxi du domicile travail, en fait. Et donc, le premier poste de réaffectation, c'était beaucoup trop éloigné de son lieu de résidence et ça aurait coûté beaucoup trop d'argent. Et donc, on recherche un lieu beaucoup plus proche. Et on a trouvé une solution de réaffectation sur un poste proche qui permet un financement en taxi. Tout l'aménagement du poste de travail a bien sûr été aidé par le financement
des aides du FIP. Voilà. Donc, ça demande du temps quand même, hein. Ce que je veux dire, c'est que là, ça paraît super simple. On a trouvé des belles solutions, mais ça demande une anticipation. Donc, on voit bien qu'il y a eu le temps partiel thérapeutique. On voit qu'on a sollicité un appui spécifique. On fait du test de matériel et la recherche de réaffectation a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, elle est en poste. Il y a également, on a aussi sollicité, alors dans le cadre de Cap Emploi, on a aussi des liens avec d'autres outils pour faire une évaluation justement de ses capacités, de ses compétences en bureautique, parce qu'on comprend bien qu'un éloignement du marché du travail pendant 3 ans peut créer aussi des difficultés et d'envisager peut-être une remise à niveau. Donc, on est plutôt sur cette étape-là aujourd'hui de travailler sur la remise à niveau, parce que les outils en 3 ans ont beaucoup évolué pour pouvoir à ce qu'elle puisse être dans dans les conditions optimales de l'exercice de son activité. Je te repasse la main, Virginie. Ouais, merci. Bah, juste pour conclure, après on va laisser un temps de parole et de questions-réponses. Juste pour conclure sur cet outil, donc c'est un outil simple sur le maintien dans l'emploi dans la fonction publique. L'idée, c'était de pouvoir, encore une fois, harmoniser, regrouper les informations sur cette thématique-là dans les 3 fonctions publiques. L'idée, c'était de développer un outil qui soit accessible à tout le monde. Et cet outil sera mis à jour annuellement. C'est un outil qui sera du coup voué à évoluer. Pour aller plus loin aussi, on a mis déjà des liens qui sont disponibles sur le site du SISTE PACA. Voilà, si vous voulez aller plus loin, et notamment sur les aides du FIP, avec le catalogue des interventions du FIP. Un nouveau guide aussi qui est sorti récemment sur la retraite des agents en situation de handicap dans la fonction publique. Voilà, c'est des liens qui sont disponibles aussi sur cet outil-là, sur le site du SISTE PACA. Aussi, juste pour finir, il y a un annuaire santé-travail plus globalement qui est disponible sur le site du SISTE PACA, qui réunit les coordonnées des institutions sur la santé-travail en PACA. Notamment, vous avez les coordonnées de tous les Cap Emploi en région PACA, des maisons départementales des personnes handicapées, des différents services de prévention et de santé au travail interentreprises en région PACA. Voilà, et donc merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à relier du coup ces informations. Si vous avez des questions ou des précisions, n'hésitez pas du coup à utiliser cette adresse mail. Et voilà, je voulais remercier toutes les personnes qui ont contribué au développement de cet outil-là, le groupe de travail, notamment du coup Thomas qui a été stagiaire sur ce projet-là, qui nous a vraiment bien aidé sur la mise en place de le développement de cet outil. Et merci à tous les relecteurs aussi. Oui, merci Virginie. Juste pour compléter, je parle sous contrôle de Pierre, mais nous ajouterons très prochainement un guide du maintien dans l'emploi dans la fonction publique qui est quasiment finalisé par le Handipact Occitanie, hein, si je ne me trompe pas, Pierre. Qui est en cours de relecture au niveau de la DGAFP. Voilà, donc qui sera mis à disposition également sur ce site. Et pour préciser aussi que voilà, ce webinaire n'était pas un webinaire de maintien dans l'emploi, vous l'avez bien compris, mais vraiment une présentation d'un outil, un outil qui va aider les professionnels de santé dans un premier lieu qui connaissent pas la fonction publique à mieux appréhender les rouages qui, on l'a vu, sont assez complexes. C'est un outil qui est perfectible. Je suis preneur d'ailleurs par mail de propositions d'amélioration, hein, on l'a dit, Virginie l'a dit, on le fera évoluer. Donc j'ai bien déjà noté les quelques remarques qui ont été faites et je vous en remercie. Et on va essayer de le faire vivre. Voilà, donc on est parti de rien, ça n'existait pas, il a le mérite d'exister. Il n'est pas parfait, nous en sommes conscients. On essaiera progressivement de le rendre le plus parfait possible pour répondre aux besoins par rapport à toutes les questions que j'ai pu entendre au cours de ce webinaire. Et encore une fois, je remercie l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de cet outil. Et je laisse place maintenant aux échanges. Ouais, peut-être une première question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure et on va voir comment on peut apporter des éléments de réponse. C'est une question qui a été posée par Mme Griffo tout à l'heure qui nous dit nous rencontrons de plus en plus de personnes qui sont en CDI dans la fonction publique. Et donc, dans ces cas, ils dépendent à la fois de la CPAM pour leurs indemnités journalières et ont malgré tout un statut de fonctionnaire en bénéficiant des CLM, des CLD, etc. Quel acteur pourrait être en soutien dans nos démarches de PDP avec ce public? Et avons-nous accès à une liste d'interlocuteurs à contacter en département?
Donc là, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse, docteur Bajon, pour ce qui est de l'accompagnement un peu spécifique des publics en CDI dans la fonction publique, les liens potentiels avec la CARSAT. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous avez... Et votre micro est coupé, docteur Bajon. Alors, je pense qu'on répondra ensemble avec Thierry peut-être, parce que je vais vous faire une fausse réponse, c'est-à-dire qu'il y a CD contractuels, mais il peut y avoir aussi des contractuels de droit public. Bon, globalement, ça va être les outils avec des petites variantes en termes de droit au congé, mais ça va être les outils qui s'appliquent dans la fonction publique. Me semble-t-il. Enfin, nous, ils sont traités de la même manière, sauf que les issues vont être un petit peu différentes ou ne vont pas être les mêmes que les issues pour les agents qui ont un statut de fonctionnaire. Oui, je confirme tout à fait ce que tu dis. Pour les agents dans la fonction publique, il y a un contrat de droit privé. Il y en a de plus en plus. Ils relèvent du régime général. Ça, il n'y a pas de sujet pour l'ensemble du secteur maintien de l'emploi. La problématique se pose pour les agents qui sont contractuels de droit public. Ils ont droit à toutes les aides du FIPHFP au même titre que les agents titulaires, sauf bien évidemment tout ce qui concerne le reclassement et la PPR qui sont réservés aux agents titulaires. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aménager leur poste de la même manière avec l'ensemble des acteurs comme les Cap emploi, les appels spécifiques et autres s'ils sont bénéficiaires d'obligations d'emploi. Il n'y a pas, bien évidemment, par contre, cette sécurité de l'emploi qui est la titularisation avec l'obligation de rester. Et je crois aussi, il faudrait regarder la fiche sur le médecin agréé, que le médecin agréé a un rôle beaucoup plus important pour les contractuels que pour les titulaires par rapport au conseil médical. Le médecin agréé peut prononcer, me semble-t-il, mais à vérifier, l'inaptitude pour les contractuels, ce qui n'est pas le cas pour les titulaires. Donc, il y a quelques différences. C'est pour ça qu'on disait en introduction que c'était très complexe. Alors, nous, on s'est consacré vraiment aux agents titulaires, puisque c'est encore aujourd'hui une très grande majorité des agents de la fonction publique, mais il y a de plus en plus de contractuels de différents statuts privés, CDI, CDD, de droit public, de droit privé, et ça devient de plus en plus complexe. Donc, on fera évoluer aussi l'outil peut-être au fur et à mesure sur ces aspects-là, en traitant peut-être des contractuels, mais c'est encore un autre sujet. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc, pour faire simple, pour tous ces contractuels de droit public qui sont employés par l'employeur public, les aides du FIP et l'ensemble des mesures de compensation sont mobilisables, à l'exception des mesures réservées aux titulaires concernant le reclassement. Oui, notamment la PPR, oui. Merci beaucoup Thierry et Dr Bajon pour ces réponses très précises. Je ne crois pas avoir vu d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas répondu au cours de ce webinaire. Peut-être juste vous remonter à vous, les rédacteurs de ces documents, des remerciements, voilà, nous disant cet outil est très complet, source d'informations, etc. Des outils au top, enfin bref, voilà, merci pour cet outil. Donc, merci du coup aux personnes qui remontent leurs éléments de satisfaction par rapport à cet outil. Madame Grenier, je vous ai vu lever la main subrepticement. Oui, merci. Écoutez, pour moi, c'est un peu nouveau tout ça parce que je suis nouvelle directrice dans la fonction publique hospitalière. Quand vous parlez donc de reclassement pour un titulaire avec le PPR, c'est quoi la démarche pour faire un PPR? Il y a une démarche particulière? Vous êtes à quel établissement, madame? Un EHPAD qui s'appelle Les Tilleuls à Oraison. D'accord. Ce que je vous propose, parce que là, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, c'est de me contacter et qu'on ait un échange spécifique sur le dispositif pour vous accompagner. D'accord. Ouais, vous avez mes coordonnées, je pense. Hein. Je ne sais pas où je trouverai vos coordonnées, non? Pierre, vous pouvez peut-être, si vous avez les liens, vous pouvez envoyer mes coordonnées, c'est possible? Et tout à fait. Madame Grenier, Merci. normalement, vous avez dû recevoir plusieurs mails de ma part au cours des derniers jours, normalement, pour vous confirmer ce rendez-vous. Donc, si vous pouvez, quand on raccroche le webinaire, on s'appelle et je vous passerai les coordonnées de Thierry Allemand et je vous flécherai aussi une ou deux ressources qui sont très, très précises sur le sujet de la période de préparation au classement, voilà, qui ont été mises à disposition et voilà, ça vous éclairera un petit peu. Merci, Pierre. OK? Merci. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions,
Alors, merci de répéter, monsieur Allemand. Aide du FIP+. C'est le FIPHFP. J'imagine que c'est ça votre question, Madame Klein. Donc, le FIPHFP, qui est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Je peux vous mettre le lien, si vous voulez, dans le chat, le site du FIP. Voilà, je pense que c'était ça. Voilà, et ça me permet de préciser, parce que je ne sais pas si on l'a dit, les aides du FIPHFP sont éligibles aux agents en situation de handicap qui ont la reconnaissance de BOE, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, quelle que soit la nature administrative, mais également aux agents qui sont reconnus aptes avec des restrictions. Voilà, pour deux aides principales. Les aménagements de poste et les bilans et les formations, comme on l'a dit. Mais sinon, l'ensemble des aides sont réservées aux agents bénéficiaires d'obligations d'emploi. Ça, c'est très important de le préciser. Oui, tout à fait. Avec en plus une tolérance pour les agents qui ont qui ont déposé leur demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH, voilà, ce qui permet d'enclencher un certain nombre d'aides. Il y a une tolérance de la part du FIP Tout à fait. sur le sujet. Eh bien, écoutez, on arrive au bout de ce webinaire. Un grand merci à vous pour votre présence et votre participation ce matin. C'était important, évidemment, pour nous de vous présenter l'ensemble de ces outils et puis d'évoquer tous ces sujets avec vous. Terminez bien cette SEPH, parce que ce webinaire s'inscrivait dans le cadre de la SEPH 2024. Merci évidemment à tous les intervenants qui ont pris du temps pour préparer ce webinaire et puis vous présenter l'ensemble de ces éléments. Je vous rappelle juste en conclusion que le replay de ce webinaire sera mis à votre disposition assez rapidement et le support également qui a été diffusé ce matin vous sera également mis à disposition et sera téléchargeable gratuitement. On vous enverra un petit mail avec le lien pour accéder au replay et au support. Voilà, donc pas d'inquiétude, ça arrivera par mail assez rapidement. Donc un grand merci à toutes et à tous. Pierre, juste, je crois Oui, avoir vu passer rapidement une remarque sur la télétranscription, que je comprends tout à fait. Peut-être que le replay, on peut le télétranscrire après coup. C'est qu'on ne l'a pas fait là, mais je ne sais pas si vous avez vu, il me semble qu'il y a une demande dans ce sens. Eh bien, oui, sachant que en fait, la transcription était activée. Donc, elle était activée et elle n'a pas fonctionné alors. Ben, moi, je l'ai en fait. Je l'ai sous les yeux qui se décline tout doucement. Donc, elle était bien activée, la transcription. Ah, d'accord, très bien. J'ai cru voir une remarque comme quoi ce n'était pas Oui, le cas. vous avez raison. Mais j'aurais peut-être dû le préciser en amont. Mais effectivement, au moment où on a lancé l'enregistrement de ce webinaire, on a lancé la transcription en même temps. Et il y a un onglet qui s'appelle Transcript qui est accessible, j'imagine, pour toutes et tous. On trace en direct Alors, en tout cas, moi, je l'ai sur mon poste au moment où je vous parle, elle défile sous mes yeux. Mais peut-être que ça n'a pas été activé. Mais on vérifiera peut-être pour On le surveillera replay. ça pour la Voilà. prochaine. Bon, bah écoutez, un grand merci à vous, en tout cas, pour votre présence ce matin. Et puis donc, on revient vers vous très vite avec le lien vers le replay et le support pour pouvoir le télécharger. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très vite. Merci à tous, Merci, à au bientôt. revoir. Merci. Merci, au Bonne revoir. journée. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.